Bonjour François Fillon. Bonjour. On va bien sûr parler de votre programme, mais d'abord je voudrais qu'on parle de vous, parce que finalement avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et cette affaire d'emploi présumé fictif de votre épouse, qui pollue votre campagne et celle de votre camp, beaucoup de Français, beaucoup d'électeurs, François Fillon, se demandent qui êtes-vous vraiment, vous qui il y a quelques jours à Besançon vous présentiez comme le rebelle que le système n'arrêtera pas. Déjà dénoncer le système, c'est un de vos points communs avec Marine Le Pen ces temps-ci, mais François Fillon, est-ce que vous n'êtes pas un produit de ce système, élu depuis 81, ministre, Premier ministre ? Je suis un produit de la démocratie, du système républicain, mais je suis aujourd'hui la cible d'un tel nombre d'attaques que je ne peux pas ne pas considérer qu'il y a une forme de chasse à l'homme, une forme de mobilisation engagée contre moi. Chaque jour, on descend un peu plus bas dans l'intrusion dans ma vie privée. Mais est-ce que j'ai dénoncer l'impression le qu'il y a système, c'est pas prendre le risque d'alimenter le tous pourri qui est cher à Marine Le Pen pour le coup ? Enfin, la question, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est en raison de mes positions économiques ? Est-ce que c'est en raison de positions conservatrices que j'ai pu prendre sur certains sujets de société ? Enfin, qu'est-ce qui explique qu'il y ait des centaines, je sais pas, des dizaines en tout cas, de journalistes qui fouillent dans les poubelles pour s'occuper de mes costumes, demain de mes chemises et pourquoi pas de mes caleçons ? Il y a un moment où les Français voient bien qu'il y a une personnalité dans cette compétition pour l'élection présidentielle qui est la cible de toutes les attaques, de toutes les pseudo-révélations. Où sont les autres ? Pourquoi est-ce que le scanner n'existe que pour une seule personnalité politique ? Voilà, c'est la question qui est posée. C'est elle qui me conduit à dire que plus on va m'attaquer, plus je vais répondre. Alors vous évoquiez vos costumes, on va en dire un mot. Donc un papier dans le JDD hier, on peut le déplorer, estimer, comme l'a dit Luc Châtel ici même, que c'est une campagne de caniveau. 48 500 € de vêtements vous auraient été offerts depuis 2012. Exact, naturellement. Dernier achat de 13 000 € par chèque signé le 20 février, offert par un ami qui témoigne et qui dit « J'ai payé à la demande de François Fillon et sans d'ailleurs en avoir le moindre remerciement depuis ». Ça c'est faux ? Oui, c'est tout à fait faux. Mais est-ce qu'on peut clarifier qui est cet ami pour éteindre la polémique ? D'abord, je ne vais pas vous répondre sur ces sujets, c'est ma vie privée. Enfin, ça ne regarde personne. J'ai parfaitement le droit de me faire offrir un costume par un ami. En fait, c'est pas interdit. C'est absolument pas interdit. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un risque de conflit d'intérêts ? Est-ce qu'il y a un lien avec votre mandat de député ? Bien sûr, toujours des risques de conflit d'intérêts partout. Chacun me connaît pour savoir que je suis extrêmement indépendant, que je défends mes convictions. Je les défends depuis le début. Je les ai toujours défendues. Je vais continuer à les défendre. Et tout ça n'a rien à voir. Donc ça n'a rien à voir avec la politique. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas à le déclarer au déontologue de l'Assemblée, comme s'en inquiètent certains à gauche notamment. Naturellement, le règlement de l'Assemblée concerne les cadeaux qui sont offerts à des députés dans l'exercice de leur mandat et de leur fonction. Quand il y a un lien avec le mandat. On a encore le droit de recevoir des cadeaux dans cette société. Mais est-ce que vous comprenez, François Fillon, que les montants évoqués dans toutes ces affaires, que ce soit la rémunération de votre femme ou les pulls à 2 000 €, les costumes à 6 500, choquent les Français, choquent vos électeurs ? Est-ce que vous comprenez, Monsieur Soto, qu'il y a un grand nombre de responsables politiques auxquels vous pourriez vous intéresser, demandez-leur le prix de leur costume, où ils s'habillent, il m'arrive de les croiser. Si ça devient un sujet récurrent de la campagne, on le fera, mais est-ce que ça risque pas d'alimenter... Quant aux rémunérations des collaborateurs parlementaires, elles sont fixées, elles sont claires, elles correspondent à... elles sont les mêmes pour l'ensemble des parlementaires. Donc c'est toujours François Fillon qui est la cible. Et donc je ne peux pas ne pas y voir une opération conduite contre moi. Voilà. Mais le candidat François Fillon ne redoute pas que ça puisse alimenter l'impression de déconnexion avec la vraie vie des Français, avec leurs vrais problèmes ? Mais évidemment que je redoute qu'on me salisse à ce point, et ce qui m'oblige d'ailleurs en permanence à conduire une campagne qui est plus difficile que tous les autres. Mais ça ne m'empêchera pas de défendre mes convictions et j'espère dans quelques instants de vous présenter mon projet politique. Absolument. Juste encore un mot. Dans 2 jours, le 15, vous serez dans le cabinet des juges en vue, c'est vous-même qui l'avez fait savoir, de votre possible mise en examen. Est-ce que vous redoutez ce rendez-vous, François Fillon ? Je ne peux pas dire que m'y rende avec plaisir. Depuis le début, je ne suis pas traité comme un justiciable comme les autres. Il y a un calendrier qui est un calendrier qui est totalement indexé sur le calendrier politique. Je vais être entendu 2 jours, 48 heures avant la clôture des déclarations de candidature à l'élection présidentielle. Donc vous accusez les juges de faire de la politique ? Non, je n'accuse personne de quoi que ce soit. Je dis que tout ça est conduit avec une précipitation qui n'est pas normale et qui ne correspond pas au traitement que reçoivent les autres justiciables. Si vous en sortez mise en examen, rappelons qu'une personne mise en examen reste présumée innocente et que si elle est mise en examen, c'est qu'il existe des indices graves et concordants contre elle. Si vous êtes mise en examen, ça ne changera rien à votre campagne ? Non, je l'ai dit,
j'ai dit que si j'étais mis en examen, je ne serais pas candidat, mais à condition que les conditions de cette mise en examen soient normales, que ce soit les mêmes pour tout le monde. À partir du moment où je fais face à quelque chose qui ressemble à une instrumentalisation, je ne pense pas que ce soit la justice qui soit en cause, mais il y a une instrumentalisation de la justice et de cette affaire, je ne vais pas déférer aux ordres de ceux qui instrumentalisent la justice en renonçant à ma candidature et en privant la droite et le centre du candidat qui porte leurs espoirs et leurs valeurs. Venons-en au programme à présent qui, vous l'avez dit, reste et restera celui de la primaire. Alors il y a des mesures que l'on connaît bien maintenant. Vous voulez supprimer les 35 heures, plafonner les indemnités devant les prud'hommes, repousser progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Vous souhaitez supprimer 500 000 emplois publics durant le quinquennat. Pour y arriver, vous voulez les faire travailler 39 heures au lieu de 35. Question très simple et très concrète. Est-ce que ces 39 heures seront payées 39 heures? On n'arrive pas à avoir une réponse sur le sujet. Il faut d'abord revenir à la raison de toutes ces propositions. Je veux que tous les Français aient un emploi. Et pour que tous les Français aient un emploi, il faut prendre ces mesures. Pourquoi ? Parce que ce sont les mesures qui ont été prises par tous nos voisins qui sont aujourd'hui au plein emploi. La deuxième chose, c'est que je veux que les Français, et en particulier les classes moyennes, aient plus de pouvoir d'achat. Pour qu'elles aient plus de pouvoir d'achat, il faut réduire la dépense publique, il faut réduire les charges, il faut réduire les impôts. Donc il faut prendre des mesures qui sont des mesures d'économie. Et parmi ces mesures, il y a donc 500 000 emplois publics supprimés durant le quinquennat. Il y a le fait de ne pas remplacer en gros un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, c'est-à-dire 8% sur 5 ans des effectifs de l'ensemble des fonctions publiques, c'est-à-dire 1,5% par an. Et pour le faire, je propose de passer à 39 heures. Est-ce que ces 39 heures seront payées 39 ? Je propose de passer à 39 heures annuelles, c'est-à-dire 1790 heures. Et puis ensuite, on ouvrira une négociation, secteur par secteur, pour voir avec les personnels comment on améliore les salaires, comment on augmente le salaire. Naturellement, le salaire doit augmenter. Deuxièmement, comment on améliore les perspectives. Il augmente jusqu'où le salaire ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites aux fonctionnaires, vous devrez travailler un peu plus, en partie gratuitement ? Je dis aux fonctionnaires aujourd'hui, vous êtes, si rien n'est fait, condamnés à n'avoir aucune augmentation de salaire pendant les 10 ans qui viennent. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Et c'est celle qu'on leur propose pour les 10 ans qui viennent, parce que la France est en endettement et même en surendettement. Si on veut que les fonctionnaires soient mieux payés demain, si on veut que les fonctionnaires aient des perspectives de carrière, qu'ils puissent évoluer, il faut qu'ils travaillent un peu plus. Alors vous en espérez 15 milliards d'économies, si j'ai bien regardé, sauf que l'Institut Montaigne, qui il y a peu encore était présidé par un de vos proches, Henri de Castries, dit « ça ne peut marcher que si les compensations sont très modestes, ce qui poserait un problème d'acceptabilité de la mesure, sinon les dépenses mangeront les économies ». Alors d'abord 15 milliards c'est un objectif, il y aura une négociation, ce sont des décisions qui donnent des effets sur le long terme, c'est pas des décisions qui ont des effets immédiats, mais elles sont absolument indispensables. Enfin, est-ce qu'on peut remettre la question de la dette au cœur du débat présidentiel ? Il y a 2200 milliards de dettes. Ça fait 100% de la richesse nationale, ou un petit peu moins, 97 ou 98%. On est dans la zone rouge, on est dans la zone de l'Italie, on est dans la zone de l'Espagne, on est dans la zone du Portugal. Et on débat de la question de savoir s'il faut réduire de 1,5% le nombre de fonctionnaires. Et on est assis sur une bombe à retardement et personne ne s'en préoccupe. Il n'y a pas un candidat à l'élection présidentielle qui vous parle de la dette. Moi, je vous en parle, je vous dis qu'elle va exploser. Et que si elle explose, la question ne sera pas de 500 000 fonctionnaires, la question, elle sera beaucoup plus grave. Et à ce moment-là, les décisions qui seront prises en matière de réduction de dépenses publiques, elles seront sous la pression des créanciers, elles seront sous la pression de l'Union européenne, elles sont sous la pression du Fonds monétaire et elles sont violentes. Est-ce que l'emploi à vie des fonctionnaires est un sujet ou sera un sujet un jour dans ce pays ? La question qui se pose, et que je pose d'ailleurs dans mon programme, c'est celle de certaines fonctions qui ne nécessitent pas de statut particulier. Il y a toute une série de fonctions publiques qui nécessitent un statut. Un militaire a besoin d'un statut, un juge a besoin d'un statut, un policier a besoin d'un statut, et il y en a d'autres. Mais il y a des fonctions dans les collectivités locales, dans l'administration de l'État, qui peuvent très bien être remplies, qui le sont déjà d'ailleurs par des contractuels. Et donc moi, ce que je propose, c'est qu'on soit
qu'il y ait une plus grande liberté, notamment pour les collectivités locales, de recruter des personnels sous contrat. Alors, vous ne voulez pas toucher, François Fillon, au domaine de la sécurité et de la justice pour des raisons qu'on peut largement comprendre et sur lesquelles vous reviendrez avec Fabien Amias tout à l'heure. Il va donc falloir faire le ménage ailleurs, en quelque sorte. Où supprimerez-vous ces 500 000 emplois publics ? D'abord, le passage à 39 heures vaut pour tout le monde. Donc, il peut permettre, y compris dans les secteurs que vous venez d'évoquer, des réductions d'effectifs. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on est au début d'une transformation de notre administration publique. Ça veut dire, pardon, mais pour être très concret, ça veut dire qu'il y aura moins de monde à l'hôpital. Ça veut dire numérique. Ça veut dire qu'il y aura moins de monde dans les écoles. Non, mais attendez, il y a 5 600 000 ou 500 000 fonctionnaires. Ouais. Voilà. Il y a, par exemple, 150 000 policiers. Et toute la journée, on m'explique que si je veux supprimer des fonctionnaires, je vais supprimer des policiers. Non. Il y a des fonctions administratives qui peuvent être supprimées. Je vais prendre l'exemple de la police. Dans la police, il y a 20 000 policiers qui ne font que des fonctions administratives, que des tâches administratives. Je veux qu'on supprime ces tâches administratives et qu'on remette des policiers sur le terrain. Le numérique doit permettre... Qui les fera, les tâches administratives, elles sont nécessaires ? Non, on peut les supprimer, parce qu'il y a toute une série de bureaucraties, de papiers à remplir, d'accumulation de réglementations qui peuvent être simplifiées. C'est ce que font toutes les entreprises modernes qui utilisent aujourd'hui, en particulier... Tout le monde devra faire des efforts, y compris les hôpitaux, y compris les écoles, bien sûr. Et il y a une dernière chose que je veux dire, c'est que quand j'ai préparé ce programme, je l'ai préparé pendant 3 ans avec des milliers de Français. Tous m'ont dit la même chose. Il faut qu'on arrête de nous emmerder. Il faut qu'on nous fiche la paix. Il faut qu'on nous laisse un peu plus de liberté. Or, c'est bien lié. C'est parce qu'il y a une suradministration dans notre pays que beaucoup de Français ont le sentiment de ne pas être libres d'aller au bout de leurs rêves, d'aller au bout de leurs projets, d'aller au bout de leurs initiatives. Il y a 15 millions d'habitants de plus en Allemagne et il y a moins de fonctionnaires. Et quand vous allez en Allemagne, vous avez l'impression que c'est un pays qui n'est pas administré, où il n'y a pas d'infirmières, où il n'y a pas d'enseignants. Ils ont des meilleurs résultats scolaires que nous. Ils ont en matière de santé d'excellents résultats. Donc on entend que c'est un système que vous voulez revoir. Parmi vos propositions... Les collectivités locales, 1 million d'emplois supplémentaires depuis une vingtaine d'années. Est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser ? Vous souhaitez également augmenter la TVA de 2 points, alors simplement sur le taux supérieur. D'un côté, François Fillon, vous supprimez l'ISF, vous créez un prélèvement libératoire à 30% pour les revenus du capital. Non, je vous pose une question. Non, mais il faut mettre les choses, en face. J'augmente la TVA, pour quoi faire ? Pour baisser les charges des salariés, pas pour la TVA supprimer. que tout le monde paye, ce sera donc aux classes populaires et non aux plus riches de faire des efforts avec le président Fillon ? Monsieur Soto, pourquoi vous récitez le catéchisme ? Pardon, je suis agnostique. Je veux baisser les charges qui pèsent sur les salaires des plus modestes, et en particulier sur ceux qui sont au SMIC. Je veux les baisser d'au moins 350 €, ce qui fera 700 € par couple. Mais les chômeurs aussi payent la TVA, tout le monde paye la TVA, les exclus payent la TVA. D'abord, la TVA, elle est payée en fonction de votre consommation. Ce qui n'est pas le cas de votre salaire. Votre salaire, le salaire direct que recevront les Français sera plus important. Il s'agit au fond de transférer vers la TVA une partie de la protection sociale. Qu'est-ce que propose l'un de mes concurrents qui s'appelle Monsieur Macron ? Il propose d'augmenter la CSG. Tout le monde ne la paie pas, la CSG ? Y compris les retraités. Et la CSG, vous la payez pas, vous pouvez pas moduler votre consommation. Vous payez la CSG. Et enfin, il y a une dernière chose que je veux dire. Il y a une dernière chose que je veux dire, c'est que la TVA, elle porte aussi sur les biens importés. Et la France importe énormément. À chaque fois qu'on augmente la consommation, on achète des téléviseurs, on achète des ordinateurs, on achète des téléphones, on achète des biens qui sont produits à l'étranger. Donc, avec l'augmentation de la TVA, on fait payer la protection sociale des Français par la TVA. J'ai une dernière question. Vous aviez dit que vous donneriez les premiers noms de votre équipe resserrée avant le premier tour. Qui sera votre ministre de l'économie ? Alors justement, j'ai changé d'avis sur ce sujet, vous voyez. Et pourquoi j'ai changé d'avis ? En raison de la crise qu'on vient de traverser. Ça fait 1 mois que je suis attaqué de tous les côtés. Ça a conduit à des tensions au sein de ma propre famille politique qui ne vous ont pas échappé et qui m'ont amené en particulier à faire appel à une sorte de mobilisation populaire des militants et des sympathisants de ma famille politique. Donc il n'y aura pas de nom de ministre ou de Premier ministre avant l'élection ? Il me reste 6 semaines.
franchement, ces 6 semaines-là, je vais les consacrer au rassemblement de la famille politique et à la défense du programme. Et donc, hélas, parce que j'aurais voulu le faire, j'ai renoncé à cette Donc solution. on ne connaîtra pas le nom du Premier ministre ou des ministres de François Fillon avant l'élection, avant le premier tour. Sans doute pas. Merci beaucoup François Fillon. Vous... Europe 1, 8h13. La matinale spéciale présidentielle se poursuit sur Europe 1 avec vous François Fillon. Vous répondez à présent aux questions de Fabien Amias. Bonjour François Fillon. Bonjour. Au nom de quoi la France n'aurait-elle pas dû accueillir le ministre turc des Affaires étrangères hier qui était à Metz ? Au nom de la solidarité européenne, au nom de la solidarité avec nos voisins allemands et néerlandais qui ont été traités de nazis par le président turc. J'entendais tout à l'heure sur votre antenne un Turc qui s'exprimait. Je précise que je ne demande pas l'interdiction des réunions organisées par la communauté turque en France. Ils sont parfaitement libres de se réunir. La question qui est posée précisément, c'est la provocation du gouvernement turc à l'égard des Pays-Bas et de l'Allemagne qui aurait dû conduire à une décision du gouvernement français de ne pas laisser ce ministre turc venir sur notre territoire. Vous parlez de solidarité européenne, mais on ne voit pas dans quel cas concret cette solidarité s'exerce. Donc au nom de quoi la France devrait aligner sa diplomatie sur celle de ses voisins européens ? D'aligner notre diplomatie. Malheureusement, on le fait trop souvent, d'aligner notre diplomatie sur nos voisins européens, et je le regrette. Mais en l'occurrence, le gouvernement turc dérape. On ne peut pas laisser le gouvernement turc traiter l'Allemagne et les Pays-Bas de nazis sans réagir. Il y a un vrai problème aujourd'hui dans la relation avec la Turquie qui doit appeler de notre part plus de fermeté. Les mots qui ont été employés. J'ajoute d'ailleurs que le gouvernement français devrait, cette critique s'applique aux autres gouvernements européens, dire clairement désormais aux Turcs qu'ils ne pourront pas entrer dans l'Union européenne, qu'il faut envisager avec eux d'autres formes de relations, mais la manière dont on laisse se dérouler cette négociation qui dure depuis 30 ans sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne est, à mon avis, une des causes aussi des tensions qui existent aujourd'hui avec la Turquie. Ce que vous avez, en tout cas dans votre programme, était toujours été clair là-dessus, la Turquie, à vos yeux, ne doit pas être dans l'Union européenne. Dans les attaques de la Turquie contre les Pays-Bas, notamment, et les mots qui ont été employés, nazisme, fascisme, font évidemment beaucoup réagir, mais il y a la perspective de la victoire de l'extrême droite en Hollande lors des élections qui auront lieu après-demain avec leur leader Geert Wilders. Est-ce que cette perspective de la victoire d'un parti populiste en Europe vous inquiète, François Fillon ? Bien sûr qu'elle m'inquiète. Et elle justifiait notamment une plus grande solidarité avec le gouvernement néerlandais. C'est un immense danger que de voir l'extrême droite s'emparer d'un pays comme les Pays-Bas. Et j'espère bien d'ailleurs que ça ne sera pas le cas. En l'occurrence, c'est dénoncé par les Turcs. Oui, mais j'espère bien que ça ne sera pas le cas parce que l'Union européenne est déjà très fragile. Elle vient de perdre un pays très important avec la Grande-Bretagne. Elle est menacée de dislocation. Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire un projet européen, notamment par un rapprochement avec l'Allemagne, ce qui suppose d'abord que nous soyons debout, que nous ne soyons plus un pays à genoux, endetté, avec un taux de chômage record, que nous ayons une économie en croissance et que nous puissions, à égalité avec les Allemands, proposer un nouveau projet pour l'Union européenne. L'Europe aujourd'hui, vous avez rappelé le Brexit, il y a la perspective de ces élections. À vos yeux, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est menacée d'éclatement ? Oui, bien sûr, elle est menacée d'éclatement parce qu'elle a perdu son objectif aux yeux des peuples. Donc il faut reconstruire un nouveau projet. Et moi, je propose de le reconstruire autour de quelques priorités que seule l'Europe peut assumer. Et en particulier, je propose que la zone euro s'organise pour assurer l'indépendance et la souveraineté de l'Europe face aux États-Unis et face à la Chine. Parce que c'est, à mon avis, le vrai débat des années qui viennent. Un mot de la Russie, vous venez de parler des États-Unis et de la Chine. Dans votre interview aux Échos ce matin, vous parlez d'une Russie qui dérive dans le mauvais sens. Est-ce à dire, François Fillon, que vous avez changé de vision par rapport à Vladimir Poutine, dont vous avez souvent loué les qualités de chef d'État et ses caractéristiques ? Non, pas du tout, non. La Russie dérive, c'est incontestable, mais elle dérive pourquoi ? Parce que nous avons
à l'origine, eu une mauvaise politique à l'égard de la Russie. C'est-à-dire qu'on a repoussé la Russie, on lui a imposé des sanctions, on a refusé... Ouais, mais si elle dérive, c'est pas de notre faute, là, pour le coup. Il y a une responsabilité de la politique russe. Je constate qu'il y a une dérive de la Russie. Mais je constate aussi que nous avons commis des erreurs. Et on ne pouvait pas dire que c'est pas notre responsabilité. Les sanctions qu'on a mises en place, c'est bien de notre responsabilité. Et ces sanctions, elles ont abouti à quoi? Elles ont abouti à un durcissement de la position russe. Il faut les lever, ces sanctions. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut lever l'embargo qui faut pèse les sur la lever Russie en échange d'évolution de la position russe. Je l'ai toujours défendu. Il y a un accord sur l'Ukraine qui s'appelle l'accord de Minsk. Il y a une partie qui doit être respectée par la partie russe et il y a une partie qui doit être respectée par la partie ukrainienne. Pour l'instant, personne ne respecte rien. Le rôle de l'Europe, c'est évidemment d'appuyer pour faire en sorte que chacun respecte cet accord, mais il faut parler avec la Russie parce que on ne peut pas laisser l'Europe éclater, laisser M. Trump isoler les États-Unis, on vous a entendu là-dessus. Laisser la Chine nous piller en termes commerciaux et en plus enclencher un conflit avec la Russie. Où est-ce qu'on va ? On vous entend là-dessus. L'une des faillites de l'Europe dont on parlait à l'instant, c'est la gestion des migrants, des flux migratoires. Est-ce que vous suggérez de restaurer, ne serait-ce que pour un temps, le contrôle aux frontières intérieures ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On a déjà restauré le contrôle aux frontières intérieures. Il y a des contrôles qui peuvent se passer à proximité des frontières, mais est-ce qu'il faut revenir sur les accords de Schengen ? Allez à Menton, vous avez un contrôle à la frontière qui conduit chaque jour à reconduire en Italie des centaines et des centaines de migrants qui sont venus de façon illégale. Je propose, j'ai parlé d'un projet européen sur la monnaie et sur la zone euro, deuxième priorité, des frontières européennes. Je propose qu'on définisse un cahier des charges, ce que doit être une frontière européenne. Mais des frontières pour chaque pays au sein de l'Europe. Est-ce qu'il faut revenir à ce qu'étaient les pays avant ? Non, pas du tout. Une frontière européenne, mais dans laquelle je n'inclus que les pays qui acceptent la contrainte de cette frontière et qui acceptent de la surveiller. Quand vous entrez aux États-Unis aujourd'hui, en général, il faut entre 1 heure et 1 heure et demie pour passer les contrôles de police parce que c'est sérieux. Il faut que ce soit la même chose dans la nouvelle zone de Schengen. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop d'immigration en France ? Est-ce que le solde migratoire est trop important ? Bien sûr, il y a une inadéquation entre notre situation économique, le chômage, les logements disponibles, la situation budgétaire de notre pays et puis le nombre de personnes que nous accueillons. Donc que proposez-vous concrètement et comment est-ce que des quotas, c'est-à-dire que je propose que chaque année, le Parlement, dans un débat démocratique, transparent, que chacun pourra suivre, le Parlement... en fonction de nos capacités économiques, de nos capacités d'accueil, de nos logements, des places dans les écoles, etc., le Parlement vote un nombre maximum de personnes qu'on pourra accueillir sur le territoire. C'est la politique que conduit le Canada, c'est la politique que conduit pour une part aujourd'hui la Grande-Bretagne. Je pense que c'est... Quel volume ? Par exemple, le Front National dit qu'il faut que le solde annuel ce soit 10 000. C'est tout ce qui m'oppose au Front National. Ce chiffre ne repose sur rien. Moi, je propose que chaque année... Oui, mais s'il faut des quotas, il faut bien définir les quotas et le nombre d'immigrés chaque année, Monsieur Namias, en fonction des capacités d'accueil du pays, on fixera les quotas. S'il y a plus de chômage, il y a moins de quotas. S'il y a moins de chômage, il y a plus de quotas. La question du logement, et en particulier du logement social, est une question fondamentale. Accueillir des personnes pour les laisser dormir dans la rue, c'est pas digne d'un pays comme le nôtre. Faut-il aujourd'hui supprimer le regroupement familial ? Avec les quotas, la question du regroupement familial ne se pose plus parce que moi mes quotas ils s'appliquent. Donc il y a aussi un quota pour il y a des quotas économiques, il y a des quotas de famille. C'est un quota général. C'est un quota général. On accueille 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 150 000, j'en sais rien. Ça sera le Parlement qui le décidera. Personnes sur le territoire, c'est-à-dire qu'on donne des titres de séjour à un nombre de personnes fixé par le Parlement et ça s'applique à toutes les formes d'immigration légale. Vous proposez un délai de carence de 2 ans qui s'appliquerait aux étrangers avant de bénéficier de nos prestations sociales. Oui, en Allemagne, ça va être 5 ans. Médical d'État. Mais alors, sur ces points, vous affichez une convergence totale avec le Front National. Vous assumez, ce sont des points qui sont dans le programme de Marine Le Pen et qui sont aussi dans votre programme. Vous assumez ces convergences ? Pas du tout, j'assume aucune de ces convergences. C'est la situation de l'Allemagne. L'Allemagne, monsieur Namias. Est-ce que vous pensez que Madame Merkel a des convergences avec le Front National ? En Allemagne, ça va être 5 ans le délai de carence avant de bénéficier des prestations sociales. Voilà, il n'y a pas de convergence avec le Front National. C'est une mesure de bon sens. Et j'ai même ajouté quelque chose. Dans la législation française d'aujourd'hui, cette mesure existe.
Aujourd'hui. Depuis des années, une personne ne peut recevoir un titre de séjour que si elle fait la preuve qu'elle est capable de faire vivre sa famille et donc qu'elle en a les ressources. Sauf que c'est pas Mais appliqué. il n'y a pas de délai de carence aujourd'hui avant de mais c'est la bénéficier. même En tout cas, chose. c'est pas Non, appliqué. c'est Ça pas n'est pas appliqué. appliqué. Bah Ça n'est voilà. pas appliqué. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui applique pas la loi. François Fillon, est-ce que vous avez le sentiment, et je reprends le terme qu'a employé Alain Juppé il y a exactement une semaine, d'être à l'origine d'un gâchis ? C'est pas moi qui suis à l'origine d'un gâchis. Ceux qui sont à l'origine d'un gâchis, ce sont ceux qui instrumentalisent la justice, qui lancent des accusations non fondées et qui, depuis un mois, polluent le débat présidentiel. Vous parlez aussi de ceux qui polluent le débat au sein même de votre propre camp. Est-ce que vous comprenez ceux qui vous ont abandonné ? Qui sont partis. Non seulement je les comprends pas, mais je les invite, et je vous invite d'ailleurs à lire une remarquable interview de Jean-Pierre Chevènement dans l'Express qui explique pourquoi... Alors lui, il n'était pas dans votre camp à l'origine. Non, justement. Peut-être qu'il va le rejoindre, mais... Non, je dis pas qu'il va le rejoindre, je dis simplement que dans l'Express, Jean-Pierre Chevènement explique et dénonce l'instrumentalisation de la justice, le rôle des médias dans cette affaire me concernant. C'est Jean-Pierre Chevènement. Et j'aimerais que parfois que certains de mes amis soient plus proches... Ni de la justice, ni des médias, mais si, parce que, simplement parce que de c'est ça ceux qui, autour de vous, sont partis. C'est ça qui a abouti à cette crise. Ceci étant, la plupart d'entre eux reviennent, comme vous avez pu le constater. Et ils sont les bienvenus. Vous leur pardonnerez. Tout le monde est bienvenu, mais l'élection présidentielle... Parce qu'il paraît que vous avez un tempérament un peu rancunier. Non, l'élection présidentielle, c'est pas une affaire de président de région, de parlementaire. C'est d'abord la rencontre d'un homme avec un peuple. C'est ma candidature, mon projet. Naturellement, tous les soutiens sont les bienvenus. Plus il y en aura, mieux ce sera. Mais ça ne me détournera pas de ma volonté de présenter mon projet directement aux Français. Mais c'est une élection présidentielle, c'est aussi une histoire de majorité. Après l'élection présidentielle, êtes-vous aujourd'hui convaincu que vous disposerez d'une majorité ? Est-ce que les conditions de votre propre fronde n'ont pas été créées par tous ceux qui vous ont déserté ? Non seulement, monsieur Namias, je disposerai d'une majorité, mais je serai le seul à disposer d'une majorité. Il n'y a aucun autre candidat aujourd'hui Qu'est-ce qui vous qui permet peut de l'assurer ? prétendre. Le fait que monsieur Macron est dans une situation qui ne lui permet pas d'obtenir une majorité. La majorité de Robert Rue à Alain Madelin, il faudra me démontrer que c'est possible. Et quant à madame Le Pen, chacun voit bien qu'elle ne peut pas avoir de majorité au Parlement. Donc oui, je suis aujourd'hui le seul candidat qui peut avoir une majorité, parce que cette majorité, c'est celle qui représente les valeurs de la droite et du centre qui existent dans notre pays et qui correspondent à un socle de Français qui, à mon sens, est d'ailleurs majoritaire. Tout à l'heure, vous avez expliqué à Thomas Soto que vous aviez renoncé à dévoiler les noms des ministres comme vous étiez engagé à le faire, mais c'est parce que justement vous avez peine à les trouver aujourd'hui et donc à définir ce qui pourrait aujourd'hui constituer le statut de votre gouvernement. S'il y a une catégorie de personnes qu'on n'a pas de peine à trouver, c'est les candidats à des ministères. Ça, je vous assure, il y en a énormément. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, compte tenu du désordre, compte tenu du calendrier qui a été, en raison de ce désordre, repoussé, j'ai aujourd'hui une priorité qui est de rassembler la famille politique, et donc ça ne me permet pas de faire sereinement, comme j'aurais voulu le faire, l'annonce d'un certain nombre de membres du gouvernement. Mais je vous assure que j'ai pas de mal à en trouver, c'est plutôt le contraire. Alors la lutte sera âpre, puisque vous parlez de 15 ministres aujourd'hui dans votre interview aux Échos. La parité sera respectée au sein de votre gouvernement ? Bien sûr, je l'ai dit à maintes reprises. Quelle est votre divergence fondamentale avec Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron ne propose aucune réforme structurelle. Emmanuel Macron est dans la continuité de François Hollande. C'est une sorte d'hologramme de François Hollande en plus jeune. Il a commencé au début de sa campagne avec quelques idées assez fortes. Il était contre les 35 heures, il était pour la suppression, la réforme de la fiscalité du capital. Il avait un certain nombre d'idées qui rejoignaient les miennes. Au fur et à mesure que sa campagne se déroule, toutes ces idées disparaissent. La flat tax sur le capital, l'impôt sur les sociétés ramené à 25%, la suspension, voire la suppression du régime de pénibilité, le plafond des indemnités prud'homales. Ce ne sont pas des réformes structurelles. Ce ne sont pas des réformes structurelles. Les réformes structurelles, ce sont des réformes économiques et fiscales qui intéressent directement les Français, que vous avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure. Monsieur Namias, je ne sais pas si votre rôle c'est d'être l'avocat de Monsieur Macron, mais moi le mien c'est de vous dire que son programme, c'est de vous dire ce qu'il rapproche. Mais si vous comparez ces programmes, vous ne pouvez pas dire ce que vous dites. C'est pas honnête de dire ce que vous dites. Il n'y a aucune réforme structurelle. Il n'y a pas de réforme. Non, mais ce sont des mesures
ponctuelles, sont des mesures conjoncturelles, sont des aménagements. Monsieur Macron ne propose pas de choc en matière de compétitivité. Il ne propose pas une baisse aussi puissante des charges que celle que je propose. Il ne propose pas de supprimer les 35 heures. Il ne propose pas de supprimer l'ISF. Il ne propose pas de réformer, comme je le propose, l'indemnisation du chômage. Il ne propose pas une seule aide sociale unique. Donc il n'y a pas de réforme structurelle dans le programme d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que au fur et à mesure que sa campagne se déroule, il cherche à rassembler un maximum de gens au centre-gauche et au centre-droit, ce que je comprends parfaitement, mais ça le conduit à proposer au fond une continuité. Emmanuel Macron, c'est la continuité de François Hollande. À vos yeux, il n'est pas apte à être président, Emmanuel Macron ? Ah non, je n'ai pas dit ça. Je ne porte pas de jugement de valeur sur les personnes. C'est lui qui a dit qu'il était immature en termes politiques. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne me serais pas permis de dire cela. Je pense simplement que dans les circonstances qui sont celles que la France doit affronter aujourd'hui, que j'ai essayé de décrire, on a besoin d'un président de la République qui ait de l'expérience. Il est la continuité de François Hollande, mais vous n'êtes pas la continuité de Nicolas Sarkozy. Non, je ne renie pas du tout ce que nous avons fait avec Nicolas Sarkozy, mais chacun voit bien que le programme que je propose est différent. C'est d'ailleurs cette différence que les électeurs de la primaire ont sanctionné. Pourquoi les arguments François Fillon contre Marine Le Pen ne semblent aujourd'hui pas portés ? Sans doute parce qu'on les met pas suffisamment en avant, et donc je vais m'employer à le faire, notamment la sortie du franc, le retour au franc et la sortie de l'euro qui ruine le pays en 6 mois, avec une inflation galopante, avec des conséquences pour les mais alors ça personnes. Semble pas suffisamment effrayer les citoyens pour faire baisser Marine Le Pen dans les intentions de vote. D'abord, on parle de sondage. Je vous rappelle toujours que. Alors ça, vous n'y croyez pas au sondage. C'est pas que j'y crois pas, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de. Enfin, je suis très sceptique sur la réalité de ces sondages au moment du vote. Voilà, et je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Mais on ne peut pas nier qu'il y a aujourd'hui beaucoup de Français qui sont en colère contre tout, contre le système, contre les responsables politiques, et qui du coup choisissent Marine Le Pen comme le moyen d'exprimer leur colère. Et qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à ces citoyens qui pour la plupart sont à droite, vous espérez qu'ils finalement ils rallient votre candidature ? Je leur dis que ce choix est une voie sans issue qui conduirait le pays à une impasse économique et politique, qui aboutirait très rapidement à ruiner les petits épargnants, à mettre en difficulté les personnes âgées, à cause de l'inflation, et qui mettrait l'économie française au banc des économies européennes. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui aient envie de connaître cette aventure-là, dont chacun voit bien, dont tous les économistes, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, condamnent les perspectives. Si vous n'étiez pas au second tour, alors vous voulez me dire que vous n'envisagez pas cette hypothèse, mais en même temps, vous défendez une ligne politique, est-ce que vous voteriez pour le candidat, quel qu'il soit, qui serait opposé à Marine Le Pen ? Vous savez bien que je ne réponds jamais à cette question. Je répondrai à cette question quand elle se posera. Non, politique, c'est même pas une question de statistique, de prévision. C'est une question qui consiste à essayer d'installer dans les esprits l'idée que je ne serai pas au second tour. Je serai au second tour, monsieur Namias. Voilà, je serai au second tour. Alors, si vous êtes au second tour et que vous emportez l'élection présidentielle, vous demanderez des efforts inédits aux Français. Vous les avez détaillés tout à l'heure. Non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout inédits. Il y a, en 2000, on travaillait 39 heures. Et au début des années 80, on partait à la retraite à 65 ans. Donc ce ne sont pas du tout des efforts inédits. Mais est-ce que ce ne sont pas des efforts inédits, ce sont surtout des efforts qui permettent d'améliorer le pouvoir d'achat. Et est-ce que aujourd'hui, votre situation politique, votre image, tout ce qu'on en a dit, tout ce qui est sorti, ce rapport à l'argent vous permet-elle d'avoir cette politique de fermeté et de demander tous ces efforts ? Est-ce que vous aurez les moyens de votre politique ? C'est les Français qui choisiront, et c'est justement bien la différence avec la situation d'aujourd'hui, où c'est un petit nombre de personnes dans certains médias qui choisissent quel est le candidat qui doit l'emporter. Voilà, ce qui va se passer, c'est que les Français vont choisir. Et c'est le jugement des Français auquel je me remets. Merci beaucoup Fabienne Amias. François Fillon, vous restez avec nous jusqu'au... Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Monsieur Fillon, bonjour à tous. Alors ce matin j'ai eu l'esprit titillé par un article, ou plutôt c'est une tribune dans le Figaro. Elle est signée d'Arnaud Tessier, historien, ancien collaborateur de Philippe Séguin. Il s'intéresse à ce discours très contemporain, dit-il, quasiment un cliché, qui consiste à réclamer moins d'État. L'État devrait désormais s'en tenir à ses grandes fonctions régaliennes. Climat surréaliste, écrit-il, ou enfin d'ignorer la situation extrêmement difficile du pays. Ainsi se laisse-t-on entraîner dans des prévisions plus ou
moins vague et improbable de réduction des effectifs publics, pendant que le Front National, lui, laboure avec persévérance les terres de la Ve République laissées fort imprudemment en jachère. Il rappelle notamment que pour le général de Gaulle, la période de fragilité du tissu social qui met en danger la cohésion nationale justifie une conception très extensive du régalien. Arnaud Tessier souligne qu'à l'heure où plusieurs centaines de nos concitoyens se sont fait massacrer en pleine rue au cours des 15 derniers mois, l'éducation, la culture, réponse nécessaire à la barbarie, sont aussi des impératifs majeurs de l'action publique d'État. Alors, Monsieur Fillon, sur l'éducation en particulier, vous proposez de donner plus d'autonomie aux chefs d'établissement pour qu'ils puissent recruter leurs professeurs, peut-être leurs élèves un jour, décider de leurs horaires, vision libérale qui consiste à penser que les meilleurs surnageront, que les parents iront spontanément vers les établissements qui choisissent les bonnes méthodes. Vous avez même un temps évoqué l'idée d'augmenter le pourcentage d'élèves dans les établissements privés et certains membres de votre équipe plaident pour l'augmentation des moyens du privé hors contrat. Alors on fait quoi? Est-ce qu'on met en concurrence et on regarde qui survit? Est-ce qu'on fait plaisir au privé hors contrat ultra-catholique au risque de laisser se développer les écoles coraniques? Est-ce que la liberté d'enseignement, Monsieur Fillon, et l'adaptation au terrain, ça vaut qu'on oublie que l'école, c'est aussi le creuset de la cohésion nationale? D'abord, je voudrais vous rappeler qu'en 1958, puisque vous faites allusion au général de Gaulle, quand il est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est de réduire les dépenses publiques, de prendre des mesures beaucoup plus dures que celles que je propose pour redresser le pays. Oui, et cette idée que un État impuissant avec sans arrêt plus de personnel, plus de réglementation et plus d'impôts, c'est un État efficace, c'est une idée qui n'a pas, qui ne se vérifie pas. Et s'agissant de l'école, d'abord je propose des mesures très radicales pour réorganiser l'école primaire. Je propose qu'on avance l'âge scolaire à 5 ans. Oui, mais collège et lycée, sur l'autonomie des établissements. Pour dire que, parce que on voit bien quel est le sens de la question. Le sens de la question, c'est d'essayer d'expliquer qu'il y a une idéologie libérale folle qui veut faire exploser l'école. Ben non, je veux avancer à 5 ans la scolarité obligatoire. Je veux que l'école primaire soit une école où on apprend les fondamentaux. Je voudrais même qu'il y ait des tenues uniformes dans ces écoles. Je veux changer profondément les programmes. Je veux supprimer le Conseil national des programmes, parce que je considère qu'il y a des pédagogistes fous qui ont mis le feu à notre système éducatif. Est-ce que vous libéralisez le système et est-ce que vous augmentez les moyens du privé ? Je veux aussi que les chefs d'établissement aient plus d'autonomie. Je n'ai pas dit que je voulais qu'ils choisissent leurs enseignants, je voudrais qu'ils aient une part de liberté dans le choix de leurs équipes. Pourquoi ? C'est quand vous avez un principal de collège dans un quartier difficile qui est nommé au mois de juin et qui découvre son équipe en arrivant et qui constate que cette équipe ne correspond pas aux besoins de ce territoire, aux difficultés qu'il a pour mettre en œuvre son projet pédagogique, eh bien, il est impuissant. Donc, je souhaite qu'il ait un peu plus de liberté. Je souhaite qu'il y ait des établissements privés qui répondent à certains besoins qui ne sont pas couverts par le système public. Aujourd'hui, c'est 20%, on reste à 20%. Oui, mais pourquoi 20%? Pourquoi ? Parce qu'un jour, il y a eu une sorte d'accord tacite entre l'enseignement privé et l'enseignement public sur 20%. Ça correspond à quoi ? Ça correspond à des critères précis. Ou bien on considère qu'on n'a pas besoin de l'enseignement privé et on le supprime, ou bien on considère que l'enseignement privé joue un rôle et on regarde comment on peut améliorer la participation. Il y a par exemple dans les banlieues des expériences qui sont conduites en matière d'enseignement. Je pense à Espérance banlieue. Je suis allé visiter plusieurs fois des établissements où il y a une vraie réussite. Est-ce que on doit nier cette réussite et refuser ces expérimentations ? Voilà. Merci beaucoup, Natacha Polony. Puisqu'on parle de la presse, une toute petite question quand même. Est-ce que vous seriez devenu un adepte des fake news, François Fillon ? Vous avez évoqué un jeu sordide qui faisait fureur dans le Vaucluse il y a quelques jours, alors que personne n'a jamais entendu parler. Vous aviez annoncé le suicide de votre femme sur les chaînes de télé. Vous avez dit que ça avait été repris par les chaînes de télé. Est-ce qu'aujourd'hui, le jeu sordide que vous évoquez, c'est les lames de rasoir. Les jets de lames de rasoir sur les jeunes filles. C'est une lettre que j'ai reçue. Je raconte que c'est une lettre que j'ai reçue d'une jeune fille quand j'étais Premier ministre qui se plaignait de ce jeu. C'est pas une fake news. Personne n'en a trouvé trace, ni à la gendarmerie, ni à l'inspection d'académie, ni d'ailleurs, le c'est pas dans le député du coin. Vaucluse, ou est-ce que vous avez vu que c'était dans le Vaucluse ? C'est ce qui était repris. Non, mais moi, est-ce que je vous donnerai la lettre de cette jeune fille si vous voulez. On pourra la joindre, cette jeune fille. L'enquête. J'étais à Matignon, j'ai reçu une lettre de cette jeune fille à laquelle j'ai répondu. Et donc je vois que les enquêtes continuent. Et sur le deuxième sujet, j'ai peut-être été. Sont les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ma fille qui
sur les réseaux sociaux a découvert que une ambulance était devant la maison de sa mère pour emmener sa mère qui avait fait une tentative de suicide. Voilà, c'était pour dire simplement ce que j'ai voulu dire. C'est pas une stratégie de campagne, c'est pas le fake news à la Donald Trump, par exemple. Vous pensez que quand on entend une nouvelle comme celle-là, on est dans une stratégie de campagne, franchement. Merci François Fillon.